Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Les titres pour commencer. Drame à l'école Sainte-Marie de Nongo, un élève en classe de 12e année a tiré accidentellement sur deux de ses camarades. L'acte s'est produit dans l'après-midi même de ce mardi. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, le présumé auteur s'est servi de l'arme de son père, qui est militaire de profession, pour commettre ce crime. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, vous avez récemment constaté la rareté des coupures de petites monnaies dans la circulation à Conakry, notamment des billets de 500 et 1000 francs guinéens. Cette situation soulève très souvent des discussions entre conducteurs de taxi et clients. Nous avons fait ce mardi un tour dans les carrefours de la capitale. Réaction croisée à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Je n'ai pas d'amis à la police ni de promotionnaire. Mon promotionnaire, mon ami, mon parent à la police, c'est celui qui travaille. Tels sont les propos du général de division Dieneba Sori Kamara lors de son passage au commissariat central de Kankan. Au cours de sa tournée à l'intérieur du pays, dans un esprit patriotique, le patron de la police nationale a tout de même appelé toutes les unités des forces de défense et de sécurité à l'union contre l'insécurité dans le pays. Mohamed Lamine Sako commente les images de Souleymane Souma. Au commissariat central de police de Kankan, devant les forces de défense et de sécurité mobilisées, le directeur général de la police a dans son franc-parler précisé qu'il n'a pas d'amis ni de parents à la police. Son ami est celui ou celle qui accomplit correctement sa mission. Le général de division Dieneba Sori Kamara promet de sévir contre tous ceux qui ne sont pas dans l'esprit du changement. J'ai trouvé une cohésion totale au sein des forces de défense et de sécurité. C'est un grand espoir pour nous. Donc, je vous demande tous de soutenir et de former un bloc autour du CNRD, à sa tête le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbia. Et je vous demande d'être au service de la nation. Et au service de la nation, il n'y a pas assez de complications. Être toujours à ton service auprès de ton chef. Il vous dit descends, vous descendez, il vous dit montez, vous montez. Je crois que le subordonné, si vous assumez ces différents trucs, vous n'aurez plus de problème. Et c'est l'une des causes de ma mission, savoir le personnel qu'on a mis à la disposition du DRP de Kankan, est-ce que réellement ce personnel est en place? Je dirais non. Monsieur le DRP ne dira pas le contraire. On a déjà relevé beaucoup de manquements au niveau du personnel. D'autres sont venus tout simplement prendre service et s'en aller. Ça ne restera pas impuni. À mon retour, tous ceux qui ont abandonné le service vont dire au revoir à la police. Je n'ai pas d'état d'âme, je l'ai dit et je le répète. Je n'ai pas d'amis à la police, ni de promotion à la police. Mon promotionnaire, mon ami, mon parent à la police, c'est celui qui travaille. Celui qui assume sa responsabilité. C'est celui qui fait face à la population et leurs biens. Avant de prendre la route de Mandiana, le patron de la police nationale s'est d'abord entretenu avec les autorités préfectorales pour mieux s'imprégner de la situation sécuritaire dans la région. Tout se passe bien. Dans toutes les bonnes conditions, on travaille la main dans la main. Quand vous venez, il faut qu'on vous le dise. Mais tout ce que nous, on peut vous demander en tant qu'autorité, Kankan, c'est une grande région. On a une grande frontière. Donc, il faut que nous vous demandons d'augmenter le nombre de policiers. Parce que ce que la police peut sortir, l'armée ne peut pas sortir. La gendarmerie, chacun fait son travail. Mais si chacun dans son domaine soit un peu nombreux, le travail sera facile. En tant qu'autorité régionale, c'est vous demander d'augmenter le nombre de policiers dans la région. Parce que c'est très peu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas leur travail. Ils font très bien le travail. Mais quand ce sera augmenté, le travail sera encore très bien fait. Nous vous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour
et vous dire, en tant qu'autorité régionale, nous sommes à votre disposition. Situé à 85 km de Kankan, le président de la délégation spéciale de Mangana tend la main aux autorités afin de faire face au conflit domaniaux et à l'insécurité galopante dans la région. Et toute la communauté de la commune urbaine qui va vers les autres collectivités. Quand on sait combien de fois Mangana vivait et vit parfois d'une insécurité totale. Malgré l'effort qui fournit les premiers responsables de la police aujourd'hui, mais la nécessité est qu'ils soient accompagnés dans cette lutte pour traquer ce banditisme, surtout quand on sait aussi que Mangana fait frontière à deux pays voisins qui est la République de la Côte d'Ivoire et la République sœur du Mali. Le directeur général de la police nationale s'est également rendu à Niantanina, à la frontière entre la Guinée et le Mali, situé à plus de 60 km de Mangana. Sigiring et Kourémalé seront les prochaines étapes de la mission. Dans un autre chapitre, à l'occasion de la 3e édition du Forum économique Émergence Magazine, le mois de février dernier, le Crédit Rural de Guinée a été révélé comme la meilleure société de microfinance en Guinée. Lors d'un entretien exclusif accordé à notre média, le directeur commercial de cette banque s'est exprimé sur le sacre obtenu et d'autres sujets importants. Compte rendu avec Bintou Touré et Wandel Kamara. Créé depuis les années 1997, le Crédit Rural de Guinée est une banque de microfinance qui a pour objectif de favoriser l'accès au crédit et à l'épargne dans les zones rurales, contribuant ainsi au développement économique et à la réduction de la pauvreté. C'est pourquoi, à l'occasion de la 3e édition du Forum économique Émergence Magazine, célébré au mois de février dernier, le Crédit Rural de Guinée a été révélé comme la meilleure société de microfinance en Guinée. Pour faire face au vide institutionnel qui était sur le terrain en matière de financement rural après la fermeture de la Banque nationale qui était une banque d'État. Alors depuis lors, on a travaillé à la mise en place d'un réseau vaste qui couvre toutes les préfectures, toutes les sous-préfectures et la plupart des districts de notre pays. Et nous avons mis en place des produits de microfinance, le crédit, l'épargne, la tontine, le transfert. Aujourd'hui, on peut dire que le Crédit Rural de Guinée a fortement contribué à la démocratisation, si on peut le dire ainsi, de l'accès au financement à la base, à la mise en place de la culture de crédit. C'est important parce que les premières banques qui étaient là, c'était des banques d'État, les financements n'étaient pas aussi structurés qu'on le pensait. Nous sommes dans un régime relativement capitaliste. Alors, ce qu'on doit faire doit être en fonction de cet environnement. Et alors, la culture de crédit est une chose très importante. Par la même occasion, le directeur commercial du Crédit Rural de Guinée a mis un accent particulier sur le bilan de cette année au compte de la banque microfinance. Oui, je l'ai dit tantôt, je dirais que notre bilan il est globalement positif. Si vous voyez tout ce que nous avons fait comme maillage territorial, nous avons aujourd'hui plus de 300 points de service qui sont dans tous les coins et recoins du pays, à partir desquels les populations viennent non seulement prendre du crédit, mais aussi faire l'épargne. C'est extrêmement important pour quelqu'un qui est à la base, qui ne pouvait pas savoir où est-ce qu'il peut garder son argent. Maintenant, il y a une institution crédible qui est là, il peut venir déposer son argent et retirer quand il le veut, et consacrer aux besoins économiques qu'il veut. Ça, c'est extrêmement important. Les jeunes aujourd'hui ne vont plus, en tout cas pour ceux qui comprennent, ne vont plus prendre le chemin si vous voulez, de l'immigration. S'il y a une caisse à côté, on vient s'adresser à la caisse, demander un prêt et faire face à son activité économique. Ça, c'est extrêmement important parce que cela fait partie
des moyens de développer un pays, des moyens de créer les conditions pour ne pas que nos forces vives quittent notre pays et aillent peut-être se massacrer dans la mer ou bien dans des situations vraiment qu'on ne maîtrise pas en Europe. Et certaines nous reviennent même parfois fous. Et je pense que donner de l'emploi aux jeunes à la base ou des perspectives aux jeunes à la base est quelque chose d'intéressant et à laquelle nous on s'attelle aujourd'hui. Il a aussi évoqué le cas des services prévus pour cette année pour encore attirer plus de clientèle. Et effectivement, cette année, l'accent sera mis sur la digitalisation de nos produits et de nos services. Nous sommes déjà, je peux le dire ainsi, très avancés dans la mise en place des produits et des services de crédit, des produits et des services d'épargne, des produits et des services de tontine en faveur de la population. Ce qu'on veut, c'est que le plus grand maximum de personnes aient accès à ces différents produits. Et pour nous, la meilleure façon, c'est de digitaliser l'accès à nos différents produits. C'est-à-dire que la ménagère peut rester dans sa cuisine, demander le prêt, rembourser le prêt. On peut rester au champ, faire une transaction avec son frère. Et vous voyez que le monde à la base qui n'avait pas accès à ces outils, nous, notre activité va permettre aux paysans, à tous ceux qui sont à la base, de se familiariser avec ces outils qui sont incontournables aujourd'hui pour faire avancer une économie, pour faire avancer un pays. Je vous le disais dans les titres, un incident tragique s'est produit à l'école Sainte-Marie de Nongor. Dans l'après-midi de ce mardi, un élève de la 12e année aurait apporté une arme à feu en classe, une arme qui appartiendrait à son père selon plusieurs témoignages. Dans le feu de l'action, le jeune aurait accidentellement tiré en faisant 2 victimes blessées grièvement et qui ont d'urgence été conduites dans un centre hospitalier pour des soins intensifs. Augustine Gami revient sur le déroulé du drame. Suivi. Selon certaines sources d'information, c'est par faute de savoir correctement manier l'arme que cet adolescent a finalement tiré en blessant 2 de ses camarades, une fille touchée à la paume et un garçon atteint au ventre. Ce tir accidentel a provoqué une onde de choc au sein de l'établissement, sémant la panique parmi les élèves, le personnel et les parents. Les parents, inquiets pour la sécurité de leurs enfants, affluent à l'école pour obtenir des nouvelles. Cependant, l'administration de l'école refuse de communiquer sur l'incident et empêche l'accès à la cour, ce qui alimente les craintes et les spéculations. Les 2 adolescents ont été transportés dans un centre hospitalier pour des soins d'urgence, tandis que les autorités scolaires sont sous pression pour clarifier la situation. Cet événement soulève des questions cruciales sur la sécurité dans les établissements scolaires et la responsabilité des parents concernant la possession d'armes, car selon plusieurs informations, cette arme appartiendrait au père de l'adolescent qui serait encore habillé. Les parents d'élèves ne cachent pas leur inquiétude face à la montée de la violence et les incidents similaires dans les écoles. Un appel à une réflexion collective sur la sécurité des enfants et la prévention de tels drames est plus que nécessaire. Autre actualité à présent, les billets de banque de 500 et 1000 francs guinéens se font très rares ces derniers temps dans la circulation à Conakry. La rareté de ces petites monnaies cause d'énormes difficultés dans le secteur du transport urbain et du commerce, surtout du côté du transport où il y a très souvent une vive tension entre chauffeurs de taxi et passagers, une situation que déplore bon nombre de citoyens. Élément de reportage signé Fatmata Raousaleno et Alassane Simaka. Les billets de 500 et 1000 francs ont tendance à disparaître dans la circulation à Conakry, notamment dans le transport urbain et les petits commerces. Une situation que déplore ce citoyen. Et ça crée beaucoup de problèmes, surtout chez les petits consommateurs. Vous voyez, quand vous empruntez un taxi, il n'y a plus de monnaie régulièrement. Que soit vous qui abandonnez votre argent au chauffeur, soit vous vous bagarrez. Parce que en fait, les petites coupures n'existent plus. Ça fait que
les gens perdent gratuitement beaucoup d'argent. Et je crois la même chose chez les bonnes dames qui vont au marché pour acheter les condiments. Elles en souffrent énormément. Quand vous faites la somme de petits montants qu'elles perdent chaque jour par manque de petites coupures, à la fin du mois, vous vous rendez compte que c'est vraiment une perte considérable. Mamadou Mouktar Ba est chauffeur de taxi entre Donka et la cimenterie. Il rappelle les difficultés auxquelles ils font face avec cette rareté de petites monnaies. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Souvent, c'est nous les transporteurs qui renonçons à nos monnaies. Parce que quand tu dis qu'un client n'ira pas avec ta monnaie, ça devient compliqué. Poursuivant, Dr Mamadi Kaba invite l'État à trouver une solution à ce problème dont fait face les citoyens lambda. Je pense qu'il est important que l'État remette en place ces petites coupures pour permettre à la population et surtout aux citoyens lambda de pouvoir faire ces opérations d'achat sans perdre chaque jour un petit montant, n'est-ce pas? Parce que la pauvreté étant là, les difficultés étant là, c'est pas aisé de toujours perdre de petits montants. Les autorités monétaires de notre pays à fournir suffisamment d'efforts pour remettre en place ces petites coupures afin d'alléger les souffrances des populations. À en croire les différentes interventions, l'État devrait prendre des mesures face à cette réalité pour pouvoir éviter d'éventuels affrontements entre consommateurs, chauffeurs et commerçants. En interactualité, le général Brice Oligui Nguema, arrivé au pouvoir après un coup d'État en août 2023, a récemment annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2025, bien que sa prise de pouvoir ait été saluée par certains comme une opportunité de transition démocratique. Ces réformes constitutionnelles récentes soulèvent des interrogations sur ses réelles intentions, alors que les élections approchent à grands pas. Certains Gabonais se demandent s'il est réellement prêt à céder le pouvoir en cas de défaite électorale ou si son projet est avant tout un moyen d'assurer sa pérennité au sommet de l'État. Commentaire signé Fata Traoré. La candidature de Brice Oligui Nguema aux élections présidentielles de 2025 au Gabon soulève de nombreuses questions. D'un côté, il y a l'espoir d'une transition démocratique, mais de l'autre, il y a des craintes que cela ne soit qu'un masque pour maintenir un pouvoir autoritaire, car les réformes constitutionnelles qu'il a mises en place semblent renforcer son autorité et solidifier sa position. En modifiant les règles de désignation des responsables clés et en consolidant le rôle de l'exécutif, il semble transformer une transition vers une gouvernance plus participative en un processus qui pourrait devenir un verrouillage du pouvoir entre ses mains. Le renforcement des prérogatives présidentielles, notamment sur la nomination des hauts fonctionnaires et des autorités politiques, semble en contradiction avec l'idée d'une démocratisation réelle du pays. Au lieu de favoriser une ouverture politique, ces réformes risquent de réduire l'espace pour l'opposition et d'enterrer les espoirs de véritables changements. Les partisans de la candidature de Brice Oligui Nguema défendent l'idée que ces réformes sont garantes de stabilité et de modernisation pour le pays. Toutefois, dans un contexte politique fragile et marqué par un passé autoritaire, ces réformes apparaissent davantage comme un moyen d'assurer le maintien au pouvoir du général plutôt que de promouvoir une véritable démocratisation du Gabon. La communauté internationale, quant à elle, prévoit d'observer de près les élections de 2025, espérant qu'elles se déroulent dans un cadre de liberté et de transparence. Cependant, au regard de l'ampleur des changements constitutionnel et du contexte de son arrivée au pouvoir, la question que l'on devrait se poser est la suivante. Le général Oligui Nguema est-il prêt à céder le pouvoir si le verdict des urnes ne lui est pas favorable? En tout cas, il est clair que la candidature de Brice Oligui Nguema aux élections présidentielles soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, car la promesse de réforme démocratique semble se dissoudre dans un projet personnel de maintien au pouvoir.
Et puis, sport, pour terminer, le sélectionneur national de Guinée, Michel Doucier, a livré la liste des 23 joueurs pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Plusieurs cadres sont absents. On note par contre la première convocation de Ibrahima Souri Bangoura, évoluant dans le championnat belge. Mohamed Siaga Souma. Le Sili Senior est très attendu dans ces deux rencontres pour mieux se repositionner dans son groupe pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 après seulement 6 points obtenus pour l'heure. Avant ces rencontres, le sélectionneur national de Guinée, Michel Doucier, après plusieurs jours d'attente, a livré la liste des 23 joueurs qui doivent honorer le pays contre la Somalie et l'Ouganda. Le Français n'a pas fait beaucoup de changements et a opté pour la continuité. Les têtes d'affiche, Cherou Girassi, Abdoulaye Touré, Moussa Kamara, Agibou Kamara et François Kamano sont tous présents. Le technicien a de nouveau laissé à la maison le joueur de Celta Vigo, Moriba Kourouma, Siedousso et Morgan Guilavogui. Pour la première fois, Ibrahima Souri Bangoura signera sa présence avec le pays des parents. L'actuel milieu de terrain de Genk dans le championnat belge pète la forme avec son club cette année et tentera cette fois sa chance avec les A. Absent depuis la Coupe d'Afrique des Nations dernière, le capitaine de l'équipe guinéenne Naby Keita est revenu sur le terrain après également de longues blessures. Contacté par le sélectionneur national pour ces deux rencontres, l'actuel joueur de Ferencvaros a décidé de ne pas venir pour ces deux matchs et pense signer son retour pour le mois de mai prochain pour la suite des éliminatoires. Et voilà, c'est cet élément de Mohamed Siaga Souma qui met fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les antennes d'Évasion TV. Très belle soirée à vous.